Et donc, il faut que je vous parle de BPCO et tabac, mais beaucoup de choses ont été dites par les intervenants précédents. Moi, je vais commencer par mes liens d'intérêt. Et dans mes liens d'intérêt, vous voyez que j'ai été président de la Fédération française d'ophtalmologie, maintenant je suis président de la Fondation du Souffle. Mais à ce titre, je participe à la CNAM à des discussions avec le Collège de médecine générale sur une expérimentation du repérage précoce de la BPCO en médecine générale. Et donc on aura l'occasion d'en discuter peut-être tout à l'heure dans la discussion, mais c'est pour souligner dans un premier temps les éléments du diagnostic. Le diagnostic, c'est l'existence d'une obstruction avec un rapport VMS sur CVF inférieur à 70%. Et si on se contente de ce seuil diagnostique et qu'on regarde ce qui se passe chez des gens qui sont des sujets sains, non fumeurs, et que vous regardez la fréquence des gens qui ont un rapport inférieur à 70%, vous voyez qu'en fonction de l'âge, ici, en fonction de l'âge, vous pouvez atteindre une fréquence qui est de l'ordre de 25% après 70 ans. Donc ça pose problème. Ça pose problème, c'est les gens qui n'ont pas a priori de maladie. Et en fait, il y a une modification du rapport VMS sur CVF en fonction de l'âge. Et les autres courbes qui figurent ici sont une expression, ici les carrés blancs, en fonction du rapport VMS sur CVF inférieur à la limite inférieure de la normale. C'est-à-dire qu'on prend le 5e percentile qui va fixer la limite inférieure de la normale. Et à ce moment-là, on voit que la prévalence, certes, augmente un peu en fonction de l'âge, mais dans des proportions qui restent, semble-t-il, raisonnables. Ma souris, là, un peu compliquée à manier, voilà. Ça reste dans des limites a priori raisonnables. Pour illustrer ça, il y a un travail qui avait été montré lors du congrès de l'ERS, vous avez donc les hommes, les femmes, et vous voyez qu'en rouge, vous avez la valeur fixe du VMS sur CVF inférieure à 70%, et en vert, la fluctuation de la limite inférieure de la normale en fonction de l'âge. Et vous voyez que pour les points bleus, ce sont des gens à qui on risque de dire qu'ils ont une BPCO, alors qu'ils sont supérieurs à la limite inférieure de la normale. Et donc ceux-là sont probablement des diagnostics en excès, et il faut prendre en compte, bien sûr, les manifestations cliniques. Mais le point important, c'est que, ça c'est vrai partout en médecine, c'est quand on est autour de la valeur seuil, eh bien, il faut se méfier. Il peut y avoir des modifications, même, ne serait-ce que dans la métrologie. On peut avoir des modifications, des fluctuations de la mesure, ça a été dit tout à l'heure, et on peut aussi avoir des fluctuations des valeurs normales en fonction de l'âge. Vous voyez que c'est vrai chez l'homme et c'est beaucoup moins vrai chez la femme. Donc attention dans le diagnostic de BPCO. L'autre point, c'était cette méta-analyse qui est absolument remarquable, qui a été publiée dans Médecine en 2011. Et donc, vous voyez le tabagisme actif et la BPCO avec différents risques relatifs. Et le risque relatif de la BPCO est de 3,51, mais vous voyez que pour la bronchite chronique, il est à peu près superposable, et que pour l'emphysème, il est supérieur. En fait, il n'y a pas de recouvrement. Beaucoup de gens ont une bronchite chronique sans avoir de BPCO. Des gens ont une BPCO sans forcément avoir de bronchite chronique. Et un certain nombre d'emphysémateux vont avoir une bronchite chronique, une BPCO, mais peuvent très bien n'avoir aucun symptôme et ne pas avoir de BPCO. Donc le tabac peut engendrer un emphysème centrolobulaire qui peut, et on le constate au scanner, et quelquefois on a cette surprise de discordance entre le scanner qui montre un emphysème et l'absence de modification fonctionnelle respiratoire. Donc c'est intéressant de voir dans cette méta-analyse les risques relatifs de chacun. Et ex-fumeurs, vous voyez que les risques relatifs diminuent, mais ne sont pas nuls, avec toujours un risque d'emphysème qui est important. L'emphysème, par définition, persiste même à l'arrêt du tabac. Un petit mot maintenant sur la courbe de Fletcher. La courbe de Fletcher est un élément intéressant sur le plan didactique. C'est-à-dire que pour expliquer aux patients, voilà, vous êtes parmi ceux qui diminuent de façon rapide votre fonction respiratoire, et puis là, vous voyez que si vous arrêtez de fumer, alors vous allez rejoindre la diminution qu'on observe chez les non-fumeurs ou les fumeurs non sensibles au tabac, et donc vous risquez de mourir d'autre chose que d'insuffisance respiratoire, ce qui peut être une bonne nouvelle. Car mourir d'insuffisance respiratoire chronique, je peux vous dire que c'est mourir à petit feu. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Et l'arrêt du tabac peut permettre cette chose-là. Donc c'est un élément important. Mais
Mais, ici, en ordonnée, vous avez le VMS, pourcentage des valeurs à l'âge de 25 ans. Et on a l'impression que tout le monde part avec j'ai entendu la feuille blanche tout à l'heure, avec une feuille blanche. Mais ce n'est pas vrai. On ne part pas avec une feuille blanche. Et donc, ici, vous avez sur la diapositive suivante l'étude Framingham, qui montre en fait l'évolution homme-femme de la fonction respiratoire du VMS, toujours exprimé en pourcentage à valeur à 25 ans, mais du pourcentage de la valeur théorique à 25 ans, et vous voyez que ça diminue ici progressivement chez les non-fumeurs, en très plein, et quand on a arrêté entre 30 et 40 ans, entre plus de 40 ans, et ici quand on n'arrête pas. Donc vous voyez que c'est moins spectaculaire que sur la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, qui elle est beaucoup plus didactique. On retrouve la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous arrêtez après 40 ans, vous allez quand même améliorer votre déclin du VMS, donc diminuer le risque d'insuffisance respiratoire. C'est vrai chez la femme de la même façon, et il n'y a pas de différence ici sur le pourcentage de fumeurs qui développent une BPCO. Ceci étant, les chiffres ici, dans cette étude, après il y a eu d'autres études qui montrent qu'ils sont probablement supérieurs et dépendent de l'intensité du tabagisme. Ce n'est pas un oui ou non en termes de tabagisme. Le point, c'est qu'il y a eu un travail récent qui s'est intéressé aux jeunes et aux vieux BPCO, entre guillemets. Vous avez ici, alors les jeunes sont définis par moins de 56 ans. Donc bon, là, un certain laxisme avec la jeunesse, mais vous voyez que c'est plus difficile à trouver les BPCO de moins de 56 ans que des BPCO de plus de 64 ans, parce que là, ils en avaient recruté 463. Le point intéressant, c'est qu'ils ont regardé les variations. Hein, c'est un minimum de 4 ans de suivi. Ils ont regardé les variations de VEMS. D'abord, la chose qu'il faut voir, c'est que le 0 est là, d'accord, dans chaque groupe, hein, les jeunes ici, entre guillemets pour jeunes, et les plus âgés ici. Et vous voyez qu'il y a une distribution, en fait, des variations de VEMS par an, en millilitres, autour de 0. Donc, ce n'est pas inéluctable d'avoir une diminution du VEMS tous les ans. C'est quelque chose qui est un peu troublant, déjà. Hein. Et puis, ils ont regardé, dans chaque groupe, les jeunes et les moins jeunes, ils ont regardé la rapidité de déclin du VEMS. Ils ont regardé ceux qui avaient un déclin supérieur à 40 millilitres par an. Ceux-là sont des sujets qui ont un déclin trop rapide par rapport aux sujets normaux. Eh bien, vous voyez que le pourcentage est le même, quel que soit l'âge. Ça aussi, c'est un peu troublant. On a du mal à raccommoder cette histoire avec la courbe de Fletcher que je vous ai montrée avant. Et en fait, vous avez ici, parmi les jeunes, entre guillemets, des gens qui ont déjà une BPCO de stade 3-4 de Gold, donc avec un VMS à faire 50%, et qui, ici, ont une décroissance importante et qui ne peuvent pas, eux, avoir commencé plus jeunes à 100%. Forcément, ça veut dire qu'ils ont commencé, à l'âge de 25 ans, à des valeurs plus faibles. Ça veut dire que la courbe de Fletcher ne reflète pas la réalité des choses. Probablement, il y a des gens qui, effectivement, partent de haut et vont descendre beaucoup plus rapidement sous l'effet du tabac, mais certains vont démarrer plus bas et vont être sensibles au tabac et vont arriver à l'insuffisance respiratoire. Et ça renvoie ici à cette étude qui a été faite chez des sujets qui ont été recrutés entre 18 et 30 ans et qui ont été revus 20 ans après. Et dans la figure du haut ici, vous avez ici en noir ceux qui n'ont pas d'obstruction, et ceux qui ont une obstruction définie par un rapport VMS sur CVF inférieur à la limite inférieure de la normale, que j'évoquais tout à l'heure. Et puis ensuite, ils ont éclaté, entre guillemets, les groupes, c'est-à-dire qu'ici, vous avez toujours les sujets sans obstruction, et puis avec les points noirs, ce sont ceux qui n'ont jamais fumé, et les blancs, ceux qui fument. Il n'y a pas de différence évidente entre les deux groupes dans l'évolution. Par contre, en dessous, ici, ceux qui commencent plus bas en termes de VMS, qui sont obstrués tôt, hein, à l'âge de 19-20 ans, eh bien, ceux-là vont avoir une plus grande sensibilité au tabac. Et il y a une différence significative par rapport aux non-fumeurs. Donc, il est probable que ceux qui commencent avec un VMS, avec une obstruction à l'âge de 20 ans, sont ceux qui sont plus sensibles, en fait, à l'agression liée au tabac. Alors, pourquoi ils sont plus bas à l'âge de 20 ans ? Il y a plusieurs études, j'en ai pris une ici, mais qui recherchent les facteurs de la petite enfance pour expliquer éventuellement l'altération de la fonction respiratoire précoce. Et en fait, ils ont regardé, et donc j'ai deux cohortes, enfin c'est la même cohorte qui a été suivie après, mais ils ont regardé les facteurs de la petite enfance, qu'on va retrouver là, soit un asthme maternel, un asthme paternel, un asthme dans l'enfance, une infection respiratoire sévère, le tabagisme maternel, et puis le nombre
de facteurs ici qui peuvent influer sur la fonction respiratoire. Et vous voyez que ici, l'asthme paternel joue un rôle, l'asthme dans l'enfance joue un rôle important, hein, avec ici un autre ratio qui est à 10, donc qui est moindre chez les femmes. Et puis, l'infection respiratoire sévère n'est pas significative, et le tabagisme maternel non plus. Et ça n'a pas été, enfin, ça a été retrouvé comme un facteur de risque dans d'autres études, et on sait bien que le tabagisme maternel est un facteur de risque de petit poids de naissance, qui lui-même est un facteur de risque de BPCO à l'âge adulte et de maladies respiratoires chroniques. Toujours est-il que quand vous cumulez les risques ici dans l'enfance, vous voyez que quand on les cumule, on a une augmentation progressive de l'odds ratio. Et là, ce qui est intéressant, c'est de comparer ça au tabagisme. Et vous voyez que l'odds ratio ici des facteurs de la petite enfance sont pratiquement supérieurs à ceux du tabagisme, en tout cas dans cette cohorte. C'est simplement pour insister sur le fait qu'à l'interrogatoire, il faut s'enquérir de ce qui s'est passé dans l'enfance des sujets qui ont une BPCO, parce qu'on peut y retrouver une cause éventuellement d'atteinte de la fonction respiratoire chez l'adulte jeune. Alors, un des points, c'était... Christian parlait de l'interrogatoire. Et dans l'interrogatoire, il y a des gens qui avaient suggéré de demander le poids de naissance, parce que le petit poids de naissance, comme je vous l'ai dit, est un facteur pronostic. Mais je ne sais pas combien d'entre vous connaissent leur poids de naissance. En fait, quand on regarde parmi les patients qui viennent, il y en a à peu près un tiers qui connaissent leur poids de naissance. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur critère à mettre dans un interrogatoire, parce que d'un point de vue pragmatique, ça ne fonctionne pas. Donc, le message, c'est de dire que les événements de la petite enfance, voire les événements in utero, ont un rôle sur le développement ultérieur d'une pathologie respiratoire chronique. Il faut intégrer ça dans son interrogatoire. Et c'est un argument supplémentaire pour lutter contre le tabagisme des parents et de la mère au cours de la grossesse. Du père aussi, d'ailleurs. Hein. Alors après, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a que le tabac? Il y a aussi le cannabis. Ça a été évoqué tout à l'heure dans le sevrage. Il faut poser la question. Est-ce que vous fumez du tabac? Est-ce que vous avez, quelquefois, vous prenez quelques joints? Et la question suivante, est-ce que les joints, ça peut provoquer une BPCO? On aurait tendance à se dire que oui, comme ça. Mais quand on fait la littérature, ce n'est pas aussi évident que ça. Ce qui est évident dans la littérature, c'est ce qu'on a sur cette diapo, j'ai pris une étude, c'est qu'en fait, l'atout, l'expectoration, le bruit dans la poitrine et le wheezing, vous voyez, c'est très significatif, mais par contre, la dyspnée ne s'en plaignent pas vraiment. Le point, c'est qu'on compare des tabagiques avec des gens qui fument du tabac plus du cannabis. On n'a pas des fumeurs de cannabis exclusifs, c'est difficile à trouver. Et donc, ils ont regardé la fonction respiratoire et il n'y avait pas de différence significative. C'est le verdict du petit p ici. Il n'y a pas de différence significative entre le groupe tabagisme avec du tabac, je dirais, usuel, et là, avec en plus du cannabis. On est troublé cependant quand on regarde les pourcentages de rapport VME sur CVF inférieur à 0,7. Ils sont plus élevés à chaque fois dans le groupe des gens qui cumulent tabac et cannabis. Vous trouverez des études qui montrent effectivement un effet sur la fonction respiratoire, mais ce n'est pas une évidence en soi. Nous, l'impression qu'on en a dans notre pratique, comme on voit beaucoup de gens qui ont des scanners, des sujets jeunes, c'est que le cannabis est plutôt un facteur d'emphysème. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément de lien étroit entre l'emphysème vu au scanner et la fonction respiratoire. Le narguilé. Est-ce que le fait de fumer la chicha, ça va entraîner éventuellement une BPCO? Ça donne une atteinte respiratoire. Là, c'est une étude tunisienne qui s'est intéressée à 70 sujets qui utilisaient de façon exclusive le narguilé. Et vous voyez que quand on utilise l'âge pulmonaire, c'est aussi une façon d'exprimer des résultats, puisque là, en fait, ce sont des gens qui sont uniquement des fumeurs de narguilé. Eh bien, ils ont un âge pulmonaire qui est supérieur à leur âge civil, de façon significative. C'est une façon de dire qu'ils ont une atteinte de leur fonction respiratoire. Et dans ce travail, ils sont intéressés surtout aux tests de marche de 6 minutes, donc en fait à quelque chose qui vous donne une indication sur l'autonomie des patients et leur performance. Eh bien, en fait, vous voyez que plus ils avaient fumé de narguilé, plus ils avaient une diminution, mais c'était aussi dépendant de l'âge. Plus vous étiez âgé, plus vous avez fumé du narguilé. Donc c'est difficile de faire un peu la part des choses. Ceci étant, quand il faut une régression, on voit que la diminution du test de marche de 6 minutes est liée de façon indépendante à l'indice de masse corporelle. Il y avait 21% d'obèses dans leur cohorte, au VEMS et à l'usage du narguilé en termes de
narguilé à nez. Ce n'est pas le paquet à nez, mais c'est le narguilé à nez. L'étude suivante est beaucoup plus inquiétante. Ça a été fait en Chine. Alors on dirait la Chine, ce n'est pas la France, certes. Mais ils ont regardé un peu l'effet de la pipe à eau utilisée en Chine sur la fonction respiratoire. Et donc, vous voyez que là, ce n'est pas 70, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a des fumeurs de pipe à eau, il y a le tabagisme passif. Les fumeurs de pipe à eau, c'est tous des hommes. Le tabagisme passif, c'est que des femmes. D'accord ? Et puis, les fumeurs de cigarettes. Et puis, savoir ceux qui n'avaient pas amélioré, parce qu'en Chine, il y a eu une campagne pour améliorer, en fait, l'évacuation des fumées de chauffage. Et donc la mise en place de cheminées dans les habitations. Et donc, quand ils n'avaient pas regardé sur le fait de ne pas avoir amélioré l'évacuation des fumées, avait un rôle sur la survie d'une BPCO par rapport à des sujets ici non-fumeurs. Eh bien, vous voyez que l'odd ratio de BPCO, ici, est de 10 par rapport aux non-fumeurs. Quand vous fumez une pipe à eau, vous avez 10 fois plus de risque de voir une BPCO. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Il y a un éditorial qui va avec en disant, certes c'est la Chine, mais on voit des pratiques d'inhalation. La pratique de fumer la chicha en France augmente. Il y a des enquêtes qui sont faites par l'Observatoire sur les drogues et toxicomanie qui montrent que ça augmente. Donc il faut quand même se préoccuper de ça. Et probablement, il faut poser la question aussi à l'interrogatoire systématiquement de savoir quel type d'inhalation, de prise de nicotine est utilisé par les patients. Donc cette étude chinoise est particulièrement impressionnante. Il faut savoir que quand même la prévalence de la BPCO dans leur étude était de 31% quand même. Donc en Chine, en moyenne, elle est de 8%. Donc ils avaient quand même une augmentation de prévalence importante. Il y avait des conditions socio-économiques aussi qui étaient, semble-t-il, assez désastreuses. Donc ça doit aussi participer au développement des maladies respiratoires chroniques. Dernier point, ça on l'a évoqué, la cigarette électronique. À chaque fois, c'est des choses qui déclenchent pas mal de discussions. Et ça, c'est un travail qui vient d'être publié dans l'American Review et qui montre chez des adolescents d'une cohorte qu'ils suivent en Californie depuis plusieurs années. Et là, ils ont intégré dans l'interrogatoire, est-ce que vous utilisez la cigarette électronique? Et ils ont regardé ce que ça donnait en termes de symptômes respiratoires. Et comme vous voyez ici, il y a une augmentation en fait, des syndromes bronchitiques. L'association avec la bronchite, donc de tousser, de cracher, eh bien, il y a une augmentation significative du syndrome bronchitique chez des adolescents qui utilisent la cigarette électronique. Simplement pour souligner le fait que ce n'est pas anodin, il est clair que c'est beaucoup moins toxique que la cigarette tout court. Et les Anglais disent que c'est 5% de la toxicité. La cigarette électronique, c'est 5% de la toxicité. Je ne sais pas sur quels éléments scientifiques ils peuvent affirmer ça. Mais il est assez clair, comme ça a été dit tout à l'heure, que la toxicité de la cigarette électronique est bien moindre que celle de la cigarette et que c'est un moyen important pour le sevrage tabagique, même si les études qui ont été montrées tout à l'heure ne montrent pas de différence évidente dans les moyens disponibles actuellement. C'est un des moyens possibles, mais ce n'est pas un moyen anodin, en particulier chez les jeunes. Il faut faire attention. Exactement. En conclusion, l'effet du tabagisme est lié au statut fonctionnel initial du sujet jeune. Ça, c'est un élément qui est important à garder en mémoire. Et ce statut fonctionnel initial, il est probablement dépendant des éléments de la petite enfance. Le cannabis provoque une bronchite chronique, mais la BPCO et le cancer sont controversés. La pipe à eau est particulièrement dangereuse, notamment en Chine, mais probablement ailleurs. Et la e-cigarette n'est pas anodine et doit être réservée au sevrage tabagique. Je vous remercie pour votre attention.